Jean-Pierre Bellessier de la partie, notre tout premier invité, arrivé avec un léger retard à cause des embouteillages et surtout qu'il a plu sur Kinshasa. Jean-Pierre Bellessier, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir mon cher ami Gaïta. Ouais. Je voudrais, en tout cas par la même occasion que vous me donnez, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission. Mais bien entendu, je n'oublierai pas de saluer, je dirais, l'autorité morale de notre parti, son Excellence Joseph Kabila Kabange, mais également le secrétaire permanent du PPRD, le professeur docteur Emmanuel Ramazani. Je tiens à préciser quelque chose. Vous intervenez ici en tant que communicateur de Kabila. Exactement. Joseph Kabila. Exactement. Pas en tant que membre d'un parti politique. Exactement. Exactement. Il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas de souci pour ça. Ouais. Et si j'ai fait mention des embouteillages en début d'émission, c'est parce que c'est ce dont nous avons hérité de la gouvernance de pouvoir passer. Jean-Pierre Bellessier aujourd'hui. Non, pas du tout. Vous savez qu'aujourd'hui, la gestion du pays, d'une manière générale, elle est plus que chaotique. Nous avons dit que la solution des embouteillages à Kinshasa, ce n'est pas la construction de sauts de moutons comme on l'avait dit à l'époque, que si on construit des sauts de moutons, début 2019, on va juguler la question des embouteillages à Kinshasa. Nous l'avons dit, la solution serait dans la construction des routes secondaires. Et d'ailleurs, le constat malheureux que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, toutes les routes, j'allais dire, sont dans un état de développement très avancé. Ça, c'est une évidence. Ça l'était depuis longtemps. Pas du tout, pas du tout. Déjà, il y a un problème des entretiens des routes aujourd'hui à Kinshasa. On n'arrive même pas à curer les caniveaux, on n'arrive pas à balayer les routes principales, notamment les grands acteurs que Kabila avait construits dans ces pays, parce que n'était la vision éclairée qu'avait Joseph Kabila de construire de grands boulevards dans ces pays. Je ne sais pas si à Kinshasa on allait encore marcher. Voyez-vous le boulevard des Tandjoué, le boulevard Lumumba et les autres. C'est-à-dire il y avait une vision qui était là, mais seulement ceux qui sont venus après lui n'ont pas su capitaliser tous les acquis qui ont été enregistrés pendant 18 ans, j'allais dire, sous la dispensation politique de Joseph Kabila de 2001 à 2018. Aujourd'hui, je félicite d'ailleurs l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui vous dit clairement qu'ils ne sont que des jouisseurs. Lorsque l'argent arrive dans la caisse de l'État, lorsqu'il y a un projet, la première des choses, c'est notamment de se partager. Laissez-moi vous lancer avec une question. Voilà. Lorsque vous avez suivi cette interview-là de Nicolas Kazadi, qu'est-ce que vous vous disiez au fond de vous? Mais il nous a rejoints, mon cher ami Gaïta. Quelles sont vos confirmations qui ont trouvé réponse? Mais il nous a rejoints parce que nous l'avons dit que ce régime, c'est un régime des jouisseurs. Ce régime n'a pas une vision pour cette république. Ce régime, c'est un régime de détournants. C'est un régime des incompétents. C'est un régime des antivaleurs. Aujourd'hui, le tribalisme a des proportions inquiétantes dans ce pays. Vous prenez le népotisme, le clientélisme, la jouissance, vous prenez, j'allais dire, la corruption. Tout ça, ce sont des mots qui gouvernent la gestion de ces régimes. Donc, M. Nicolas Kazadi nous a rejoint parce que nous l'avons dit à plus d'une fois que ce régime de M. Tshisekedi, c'est un régime qui ne rassure personne. Et surtout que, de par la gestion de ces régimes, nous avons découvert que non, ils n'étaient pas préparés à gouverner. Il y a un personnage qui avait été cité principalement par Nicolas Kazadi à maintes reprises. Et aujourd'hui, il est mis sur le banc de touche, carrément mis à la retraite. Je la ligne était juste après cette émission. On ne sait pas si la décision a été prise en amont. Mais c'est ça la grande question. C'est ça aussi la grande question. En aval. Mais parce que l'âge légal. Le régime est attentif. Mais l'âge légal. Le régime est attentif. Non, mais dis-moi, nous devons savoir que l'âge légal de la retraite, c'est à 65 ans, non? Mais pourquoi cette précipitation? On ne sait pas pourquoi. Donc le problème, c'est posé. Il a fait plus de 30 ans. Il n'y a pas de... C'est de coutume, en tant qu'inspecteur général des finances, de pouvoir aller à la retraite au bout de 30 ans. Non, le code du travail prévoit qu'il va d'aller à la retraite, il faut atteindre 65 ans. C'est ça la loi. L'anticiper existe aussi. Donc, et pour quelle raison on n'a pas aussi motivé tout cela? Donc moi je pense que tout cela se résume justement, comme je vous ai dit tantôt, dans la mauvaise gestion, dans la mauvaise gouvernance de M. Félix Tshisekedi. C'est ça la vérité, mon cher Gaïta.
Voyez-vous? Donc moi, je ne peux pas entrer dans ce que nous avons toujours dit, parce que ce qui est vrai, c'est que vous suivez M. Nicolas Kazadi, qui nous réjouit dans tout ce que nous avons dit, parce que ce qui est vrai, c'est que, il vous a prêté les flancs, comme on dit en français. Non, non, mais il n'a fait que dire la vérité. Il a mis de l'eau dans votre moulin. Il n'a fait que dire la vérité. Parce que depuis toujours, nous avons dit que la gestion de M. Tshisekedi se caractérise par les détournements. Et il a dit clairement que lorsque l'argent arrive, le premier réflexe, c'est quoi? C'est le partage du gâteau. C'est le partage de ce qu'on a amené. Et vous voulez que nous puissions... Alors, est-ce pour cela que votre autorité morale amadoue un peu ceux qui ont pris les armes? Je ne dis pas qu'il est derrière, mais qu'il amadoue, qu'il a des mots un peu légitimants vis-à-vis de... Mais, mon cher ami Gaïta, vous savez, vous voulez parler comme Jean-Pierre Bemba, c'est ça. Je sais que votre question contient captatio benevoletia, parce que ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on dit tantôt que Joseph Kabila serait derrière... Je n'ai pas dit ça. Mais il dit amadouer. Mais justement... Ça veut dire accepter un peu leurs revendications. Mais c'est dans le même sens, mon cher ami Gaïta. Parce que nous avons tous appris ce que les uns et les autres disent sur Joseph Kabila. Tantôt certains disent que Joseph Kabila serait derrière le 1-23, tantôt Kabila n'est pas congolais, tout ça. C'est quoi je vous dis, cette question contient, comme je vous dis tantôt, captatio benevolencia. Nous savons que Joseph Kabila fait toujours peur à ces régimes. C'est une réalité, mon cher ami Gaïta. Mais seulement... Joseph Kabila ne peut amadouer personne, parce que Joseph Kabila a une grande famille politique, notamment le PPRD, notamment le FCC. Il va amadouer qui? Je ne vois pas. Ce qui est vrai, c'est que... Le PPRD qui est réduit à son plus petit exposant aujourd'hui. Avant même sa suspension, je dirais, numériquement parlant, il ne représentait presque pas grand-chose. Pas du tout, mon cher ami. Je vous informe, mon cher ami Gaïta. Soit alors, les militants du PPRD et les cadres ont préféré d'aller se terrer quelque part. Pas du tout, mon cher ami Gaïta. Ouais. Moi, je vous dis, je vous mets au défi, mon cher ami Gaïta. Renseignez-vous, je sais que vous êtes un grand journaliste de ce pays. Le PPRD reste le plus grand parti politique dans ce pays. Le PPRD... Grand par rapport à quoi? Par rapport à la grandeur de son siège social? Par rapport aux militants. Aux militants, okay. Je vous dis, le PPRD reste le plus grand parti politique dans ce pays. Le PPRD est le parti le mieux implanté, je dis le mieux implanté dans ce pays. Le PPRD reste le parti à caractère nationaliste. Le PPRD est représenté dans le 145 territoires dans ce pays. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti politique qui a la crage, je dis, sociétale comme le PPRD. Ça n'existe pas. Et c'est pourquoi le PPRD fait peur. Vous l'avez dit tantôt, qu'on a voulu réduire en silence le PPRD. Mais déjà, je vous dis, mon cher ami, que monsieur, il s'appelle qui encore? Jacques Chabani, il n'a aucune compétence de suspendre le PPRD. Je dis, du point de vue de la loi. Aucune compétence. Mais qu'a dit la loi exactement? Parce que j'ai lu cette loi de 2004. Normalement, le ministre peut initier la dissolution. Normalement, nous devrions attaquer cette décision. Ce qui est d'abord plus grave. Vous savez que non, le ministre agissait par un arrêté. Mais le PPRD a été suspendu sur base de quoi? D'un communiqué. C'est une entorse grave à la loi. Voyez-vous? Donc, le ministre normal devrait prendre un arrêté. Mais il n'a pris un arrêté. Il n'a pas pris un arrêté, pardon. Mais ce n'est pas un communiqué. C'est pourquoi nous avons voulu attaquer cette décision en justice. Mais hélas, nous allons attaquer cette justice pour avoir quel résultat in fine, mon cher ami Gaïta. Nous savons que cette justice, elle est plus qu'instrumentalisée. Une justice qui est aux ordres. Une justice, j'allais dire, qui est sous les bords de M. Félix Tshisekedi. C'est ça la justice qu'on a aujourd'hui, mon cher ami. Donc, c'est pourquoi nous avons voté en touche cette décision, sachant que, justement, une musique conservatoire dure 15 jours. Si vous laissez 15 jours, c'est pourquoi nous avons dit attendre à ce que, n'est-ce pas, nous puissions attendre les 15 jours pour que le PPRD retrouve ses droits. Les 15 jours se sont déjà écoulés. Bien sûr. Le PPRD a sorti un communiqué comme quoi c'est bon à reprendre leur bien sûr, parce que d'office, il n'y a pas... On ne sait pas si c'est le cas déjà. Mais c'est ce qui est prévu par la loi, mon cher ami Gaïta. Non, je dis, d'abord, c'est ce qui est prévu par la loi, il faut le reconnaître. Oui, voilà. je le reconnais. La mesure conservatoire, c'est pour 15 jours. Suspension, et vous dites que vous ne suggéreriez pas aux partis politiques d'aller en justice pour attaquer cette décision qui avait suspendu le parti. Oui. Mais si vous ne le faites pas maintenant, il y a la dissolution qui attend le parti politique. Qu'est-ce que le PPRD peut faire, vous, en tant qu'analyste politique, si vous devriez conseiller ses responsables et ses cadres?
D'abord, du point de vue de la loi. J'allais dire, est-ce que le ministre a la compétence de dissoudre le parti politique? Oui, le ministre de l'Intérieur, il peut le Pas faire. du tout. Je dis, D'initier. C'est la justice, c'est au tribunal de dire les derniers mots. Ah, voilà. D'initier, oui. Mais voilà, Oui. il y a une nuance de détail là-dessus. Oui. Voyez-vous? L'initiative peut partir du Mais ministre. je vous dis, il n'a pas de compétences là-dessus. Oui. Voyez-vous? Mais ce qui est plus grave, c'est qu'on va dissoudre le PPRD pour quelle raison en fait? Est-ce qu'on peut motiver la raison pour laquelle on veut dissoudre le PPRD? Tantôt on dit que le PPRD serait derrière le 1-23. Tantôt on dit que le PPRD serait derrière je suis Penanga, AFC, tout ça. Mais mon cher ami, lorsque vous alléguez le fait, la moindre des choses, c'est de nous prouver j'allais dire, le preuve. Tantôt on dit que Kabila est derrière le 1-23. Tantôt Kabila est derrière le Nanga, tout ça. Mais pourquoi jusqu'à présent, on n'arrive pas donc à nous prouver, à nous présenter le preuve qui atteste normalement que Kabila serait derrière le 1-23, Kabila serait derrière Nanga, tout ça. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Nous savons que du point de vue de la loi, ils n'ont aucune compétence. C'est vrai, ce qui est vrai, c'est que le PPRD reste le plus grand parti politique de l'opposition. Alors, on va rendre au silence le PPRD parce que nous savons que nous sommes en face d'un régime qui est pratiquement dictatorial, un régime qui ne veut pas attendre un autre son de cloche. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, le PPRD reste le seul espoir pour le peuple congolais, mon cher ami. Parce que lorsque vous faites une étude comparative de la gestion du PPRD au pouvoir, n'est-ce pas, pendant 18 ans, et celle de l'UDPS pendant 6 ans, il n'y a pas foutu, il n'y a pas match, mon cher ami. Donc, vous voyez-vous que le seul problème du... Blanc, bonnet, blanc, en réalité, pas du apparemment. Tout. Pas du tout. Joseph Kabila est aussi attaqué individuellement. Il y a eu des perquisitions on va appeler cela... ses résidences, ses concessions, etc. Concessions, et oui. maintenant, on voudrait bien lever ses immunités en tant que sénateur à vie, pour que la justice soit à même de le poursuivre. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Mais comme je vous ai dit tantôt, mon cher ami, nous sommes, finalement, nous avons quelle justice dans ce pays, mon cher ami Gaïta? On a quelle justice dans ce pays? Déjà, mon cher ami, vous savez que j'aurais appris que le ministre de la Justice avait fait les droits à l'UPC. C'est un juriste, j'aurais appris. Attention à la diffamation. Mais j'aurais appris. Mais c'est extrêmement... vrai, c'est un juriste. Je dis, c'est extrêmement grave. Si M. Constant Moutamba arrive à ce niveau de débat, parce qu'il faut toujours faire la différence, mon cher ami Gaïta, entre les statuts, n'est-ce pas, d'un sénateur à vie, qui est, je le précise ici, un titre à caractère honorifique, je le précise, mais aussi un titre à caractère non contraignant. C'est une pression détail. Et le statut d'un ancien chef de l'État. Mais ce Kabila n'a pas une circonscription électorale. Il est sénateur à vie par le fait de la loi. Par le fait de la Constitution. C'est-à-dire, c'est un titre à caractère honorifique. Mais M. Kabila a un statut d'un ancien chef de l'État. Le statut qui est régi par une loi, je dis par une loi organique. Et la procédure en droit, elle est sacrée, mon cher ami. La procédure en droit. Lisez la loi sur les anciens chefs de l'État élus. Lisez l'article 7 de cette loi. Vous lisez l'article 8 de cette loi. On vous dira comment est-ce qu'on peut lever les immunités des anciens chefs de l'État. Notamment l'article 8 qui vous dit qu'il faudra à ce que lorsque un chef de l'État commet des infractions, en dehors de ses fonctions, il faudra à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, le Parlement qui soit réuni en Congrès et qu'il faudra qu'il y ait les 2 tiers pour lever les immunités. C'est une mauvaise interprétation des textes. Exactement, mon cher ami Gaïta. Donc il reste poursuivable. Mais je vous dis... Autrement. Mais je vous dis, il faut respecter la procédure. Que disent les textes? Que dit la loi Katassé? C'est ça le plus grand problème, mon cher ami Gaïtan. Mais lorsqu'on veut faire fi de toutes les lois, lorsqu'on veut aujourd'hui, n'est-ce pas, remettre à plat toutes les lois, c'est extrêmement grave. C'est pourquoi nous vous disons toujours, mon cher ami Gaïtan, que nous sommes en face d'un régime qui est totalitaire. Nous sommes en face d'un régime qui est, j'allais dire, autoritaire. Nous sommes en face d'un régime qui est dictatorial. Parce que dans ce genre de régime qu'on ne respecte pas la loi, mon cher ami. Donc, M. Kabila,
jusqu'à présent, ne peut pas aller dans ce qu'on dit. Tantôt, il soutient le 1-23. Mais ce qui est plus grave, mon cher Gaëtan, vous dites que Kabila est derrière le 1-23, mais vous discutez avec le 1-23. C'est une contradiction grave, mon cher ami. C'est une contradiction grave. Donc, moi, je suis tenté de vous répondre, mon cher ami, que si Kabila était derrière le 1-23, comme lui-même l'avait dit d'ailleurs, que la situation serait différente aujourd'hui. Non. Kabila, c'est un panafricaniste. Où est-ce qu'il est en ce moment? Kabila, c'est un nationaliste. Où est-ce qu'il est en ce moment? La question ne se pose pas en ce terme-là, mon cher ami. Non. Voyez-vous, Kabila, il est sorti du pays pour des raisons académiques. Et certainement, il va rentrer dans ce pays. Par Goma? Je dis, il va rentrer. Oui. Les gens se posent la question s'il était je vous informe que Kabila va rentrer dans ces pays. Lors des rencontres ou des discussions dans le processus congolo-congolais. Je vous dis que, d'ailleurs, mon cher ami, est-ce que Kabila, il est en exil? Non. Kabila n'est pas en exil. Je vous dis que Kabila est sorti de ces pays. C'est l'impression que nous avons. Mais je vous dis, mais Kabila est sorti par la voie normale, officielle. Il est parti pour ses études. Je crois que lorsqu'il aura terminé ses études, il va rentrer dans ces pays. Librement. Je veux dire, librement. Donc il ne faudra pas qu'on puisse manipuler le peuple. Le président de la République, le 4 mai ou le 5 mai, si je ne me trompe pas, lors de la célébration nationale de la Journée mondiale de la liberté de la presse, dans son discours, il a dit au grand jamais, alors au grand jamais, il ne braderait les richesses minières de la RDC pour quoi que ce soit ou contre quoi que ce soit. C'est en réponse notamment au communiqué sorti par Raymond Tchibanda et par d'autres personnalités aussi de l'opposition. Est-ce que vous, c'est suffisant comme mot, comme garantie? Bon, déjà, mon cher ami Gaïta... Ça, c'est concernant le deal entre Washington et la RDC. Oui, justement. Mais je pense que la première question qu'il faut se poser ici, c'est que le Rwanda n'est pas en guerre. Voyez-vous, le Rwanda n'est pas en guerre. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est le Congo, entre guillemets, qui est en guerre. Comment allons-nous signer un accord minier relatif, n'est-ce pas, à la paix en présence du Rwanda? Pourquoi? Si c'est un accord minier, le Congo allait tout simplement aller au Washington. Ce n'est plus exclusivement maintenant un accord minier. C'est un accord stratégique, économique, minier et de paix. Mais justement, c'est lié. Et puisque le président de la République est resté cohérent dans son discours, ça va de pair. Il a toujours dit que derrière le M23, il y avait aussi Paul Kagame, que le M23 c'était des pantins. Bon. C'est quoi de plus normal qu'il se retrouve avec le Rwanda pour voilà, maintenant, ce n'est plus Kabila, c'est le Rwanda. Voilà la contradiction. J'ai dit, voilà la contradiction. Tantôt c'est Kabila, tantôt c'est Paul Kagame. Voilà, on ne sait pas véritablement comprendre de qui il s'agit. Donc, si c'est le Rwanda, ben, pourquoi on accuserait Kabila d'être derrière le 1-23? Voyez-vous? Donc c'est une précision de taille, mon cher ami. Revenons sur la question que vous avez posée, mon cher ami. Pour terminer, oui. Déjà, en fait, mon cher ami, et ce qui est vrai, évident, c'est que le Congo vient de brader ses ressources minières. Je dis de brader ses ressources minières. J'aurais bien voulu, parce que... Expliquez-le, non, attendez. Concret avec des exemples. Parce que vous savez, je fais une étude comparative. Lorsque Joseph Kabila avait signé un accord avec les entreprises chinoises, ces contrats-là étaient passés à l'Assemblée nationale. Parce que c'est ça la procédure. J'aurais bien voulu que ces contrats-là, entre guillemets, puissent également passer à l'Assemblée nationale pour qu'on sache de quoi il s'agit. Parce qu'en ce que moi je sache, c'est que je ne vois pas comment on peut aujourd'hui aller confier nos ressources aux Américains en présence du Rwanda. Est-ce que les ressources que nous avons au Congo sont-elles en République rwandaise pour qu'il y ait cette éco-gestion? Je vous donne un élément. Lorsqu'on dit qu'il faut co-gérer nos parcs naturels. Oui, on partage des parcs, n'est-ce pas? Mais pour quelle raison?
Parce que nous partageons des parcs. Pas du tout. Il y a des problèmes d'insécurité qui se posent aussi dans les parcs. Non, non, pas du tout. Les éco-gardes les problèmes de l'insécurité se posent cause des braconniers, oui. Et des gens qui viennent au Congo et non au Rwanda. Parce qu'ils ont bien sécurisé. Non, non, bien sûr. Si c'est mal sécurisé, le conflit, la guerre pourrait être transportée. Alors il faut exporter jusqu'au Rwanda. Alors il faut co-gérer le pays. Il n'y a pas de mot co-gestion dans le pays, ça c'est l'interprétation. Non, non, c'est ça ce qui est prévu. Co-gestion, oui. Ah, okay, bon. De parc naturel. Lisez la déclaration du... le parc, c'est normal parce que nous partageons les parcs. Pas du tout, mon cher ami. Moi, je pense qu'humblement, que M. Tshisekedi est la logique de la conservation de son pouvoir. Ça dit tout simplement que, comme il sait pertinemment bien qu'il est à la fin de son mandat, alors il cherche les voies et moyens pour que ne fût-ce qu'il arrive à la fin de son mandat, et dans ces conditions-là, mais il ne peut pas sacrifier les générations futures. Il ne peut pas. Moi, je pense que, mon cher ami Gaïta, nous allons voir cet accord, parce que c'est qui est une déclaration de principe. Nous allons voir le moment venu, sur le jour où il y aura cet accord, parce qu'on a renvoyé sans... je pense que pendant 2 mois, j'aurais appris. Donc, il y a des débats en tout cas pour l'heure. Un projet a été remis aux Américains. Il ne reste que la signature. Oui, j'aurais bien voir cet accord-là et nous allons juger du contenu. Mais je ne pense pas que cet accord-là soit bénéfique pour le peuple congolais. Parce que vous savez, le Congo avait déjà fait un grand pas dans, dans la certification, mais aussi dans ce qui avait été prévu dans les codes miniers. Parce que ce qui est vrai, c'est que Joseph Kabila avait fait un grand effort déjà dans ces domaines-là pour que non, les ressources du Congo soient valorisées. Mais ce qui est contenu de cet accord-là, nous allons juger le moment venu pour voir si le Congo sera bénéfique. Mais humblement, je ne pense pas que le Congo sera bénéfique de cet accord-là. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bédessi, d'être passé. Vous êtes communicateur de Joseph Kabila, très proche donc de sa famille politique et de son parti politique également. Merci. On va continuer de parler de ce sujet avec le second invité. Marc Beya est avec nous. Vous aussi restez avec nous, madame, monsieur.